Bonjour et bienvenue dans le 13h, ce qu'il faut retenir de l'actualité ce jeudi 2 septembre. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fixé à ce jeudi 2 septembre le début des inscriptions aux préscolaires et aux primaires partout en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont fait le tour de quelques établissements scolaires ce matin. Leur constat dans 10 minutes environ. Dans ce journal, on s'intéressera à cette rencontre entre le préfet de police d'Abidjan et les conducteurs des engins à 2 roues des services de livraison. Une rencontre qui s'est tenue dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. À l'issue de la rencontre, le préfet et ses hôtes se sont accordés sur ce que doit être leur comportement sur la route. Des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée de Kaya et ont enlevé les élèves. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans le nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine dans ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une découverte importante pour la Côte d'Ivoire. Nous avons du pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Une découverte en eau profonde faite par une société italienne opérée en consortium avec Petrosi Holding. Il s'agit de pétrole brut et de gaz naturel. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en a fait l'annonce hier soir au journal de 20h. On l'écoute. Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI 101 en eau profonde, opéré en consortium avec la société nationale Petrosi Holding. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut, d'une part, et d'autre part, à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel associé. C'est donc une découverte importante qui viendrait fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d'Ivoire, ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir. Je vous remercie. Voilà une bonne nouvelle qui fait au moins sourire dans cette grisaille de pandémie de coronavirus, le virus Covid-19 qui est toujours parmi nous et qui continue de faire des dégâts. 479 nouveaux malades et 4 décès enregistrés hier en Côte d'Ivoire. 55 148 cas ont été confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie et 445 personnes ont définitivement perdu le combat contre elle. Pour vivre bien et sans crainte, faisons-nous vacciner, continuons de respecter les gestes barrières. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a effectué hier une tournée sur les sites de prise en charge des cas Covid-19. Le ministre s'est rendu à Cocody, à Yopougon et à Trècheville, où, au sein du CHU, Pierre Demba a vu de près la réalité au SMIT. Le SMIT, c'est le service des maladies infectieuses tropicales et il accueille encore des cas graves de Covid. Une soixantaine de malades y sont encore en soins intensifs. Le reportage de Salima Toudia. Mercredi 1er septembre 2021, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. La recrudescence des cas positifs de Covid-19 et la cinquantaine de morts en espace de 2 semaines alarment. La salle de réanimation affiche pleine avec l'occupation de lits par des cas de Covid-19. Des formes graves de la maladie qui nécessitent des soins intensifs. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, dans les box, s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. J'ai trouvé un personnel engagé, mais qui travaille avec beaucoup de sérénité, ce qui est rassurant pour le ministre que je suis. Au niveau du gouvernement, ce que nous pouvons faire pour vous accompagner, c'est donc d'anticiper. Donc pour cela, j'ai demandé qu'on puisse regarder dans l'éventualité, parce qu'on ne souhaite pas, mais il pourrait y avoir donc un afflux de malades important, donc il faut prévoir des places supplémentaires, comment aménager des espaces pour accueillir d'éventuels malades avec le matériel nécessaire, mais également donc anticiper sur aussi bien les médicaments, tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas donc débordés.
Personnes du troisième âge, jeunes, les 62 cas internés sont des non-vaccinés. Lieu pour les autorités d'interpeller à nouveau sur le bien fondé de la vaccination. Il ne faut pas arriver à cette situation avant donc de prendre la décision, comme certains m'ont dit, de se faire vacciner. Je pense que nous allons intensifier la sensibilisation, c'est notre rôle, mais également des mesures importantes doivent être prises au niveau du gouvernement pour que les Ivoiriens aillent à la vaccination. Nous avons l'opportunité vraiment de faire vacciner nos concitoyens et je voudrais vraiment lancer l'appel aux Ivoiriens pour qu'ils aillent à la vaccination. À quelques pas du SMIT, l'usine de production d'oxygène pour les malades. L'oxygène, un élément important dans la prise en charge des cas en réanimation. Avant, c'était donc, on servait les hôpitaux à partir donc, des bouteilles de gaz liquide. Et ici, c'est un système autonome qui n'a pas besoin donc d'être approvisionné. Donc nous prenons l'air, nous filtrons cet air et qui devient de l'oxygène que nous injectons dans les canalisations pour, donc, non seulement pour le SMIT, mais bientôt pour les autres centres de réanimation. Donc il était important que nous puissions donc, non seulement disposer donc, de l'oxygène de qualité, mais en quantité suffisante pour prendre en charge tous nos malades. Donc je suis venu m'assurer que le système tel qu'il est installé fonctionne bien et pourra nous permettre donc d'accroître notre capacité de prise en charge. Et c'est le cas. Face à cette troisième vague de contamination avec une suspicion du variant Delta, les autorités sanitaires jouent la carte de la prudence avec le renforcement du dispositif de riposte. Toujours dans le domaine de la santé, allons-y à l'hôpital général de Beaunois, dans le sud de Comoé, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. La Fondation Muriel Auré et l'ONG ADN y ont offert des équipements médicaux. C'était en présence de Walter Amadou Ouattara. Cet ensemble d'équipements médicaux est composé entre autres de tables de consultation, de tensiomètres muraux, des cartons de kits chirurgicaux, ambulateurs, vélos de rééducation, des fauteuils roulants et du matériel orthopédique. Une action de deux organisations, à savoir la Fondation Muriel Auré et l'ONG française ADN, Aider, Donner, Nourrir. Et nous sommes ici donc, dans le but d'aider la population et surtout le secteur défavorisé dans le domaine de la santé. Alors c'est pour surtout aider le gouvernement dans ses actions sociales et humanitaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Muriel Auré pour travailler de concert, pour aider surtout dans le domaine de la santé et la population ivoirienne. Et nous sommes très conscients qu'ils en feront bon usage et nous veillerons à cela aussi. Nous viendrons de temps en temps regarder, faire le suivi de ce matériel parce que c'est important. Et la maintenance aussi aux besoins et vraiment s'assurer que les populations utilisent cela pleinement. Ça a une valeur inestimable, on ne peut pas dire le nombre parce que c'est une valeur qui vient du cœur. Par ce geste symbolique, ces équipements médicaux sont ainsi offerts à l'hôpital général et au centre Don Orion de Beaunois. La joie à nos malades qui vont bénéficier de ce matériel orthopédique et puis tout ce qui concerne la santé. Nous avons des fauteuils roulants, des vases de nuit qui vont nous permettre de faciliter aux malades le déplacement. Tout ce qui est matériel du bloc opératoire va faciliter la chirurgie au niveau des opérations. Je pense que les différents matériels vont permettre aux médecins de travailler avec du matériel de pointe. Grand merci à Muriel Auré. Une visite au bébé qui venait de naître au moment de la remise officielle des dons à l'hôpital général de Beaunois a ponctué cette cérémonie. Elle a enregistré le soutien des autorités administratives et élues de la localité. La rentrée scolaire s'annonce et les inscriptions au préscolaire et au CP1 ont commencé ce jeudi sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Notre reporter Patricia Omoeti a été ce matin au groupe scolaire Château d'Eau de Cocody pour constater le démarrage effectif des inscriptions. Pas encore d'affluence pour ce premier jour. Groupe scolaire Château dans la commune de Cocody ce jeudi. Pas d'affluence pour les inscriptions à la maternelle. Cependant, certains parents d'élèves sont présents. C'est la rentrée au niveau de la maternelle. Alors nous avons donc décidé de venir prendre contact avec les responsables de l'école pour avoir toutes les dernières informations relatives à l'inscription des enfants. On leur a dit que les inscriptions ont commencé depuis aujourd'hui et prennent fin normalement le 10 de ce mois, puisque la rentrée est prévue pour le 13 septembre. Et donc, ils viennent savoir qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions.
l'inscription de l'enfant à la maternelle. Ici également, à l'école primaire Cocody S, on enregistre des inscriptions pour la classe du CP1. Jusque-là, nous avons reçu que 3 dossiers. Les enfants qui ont fait la maternelle viennent avec les dossiers de la maternelle. Là, les enfants qui n'ont pas fait la maternelle viennent avec l'extrait. On accepte aussi les enfants qui n'ont pas d'extrait. Selon les responsables, les inscriptions sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Nous souhaitons que les portes soient les plus grandes ouvertes possibles pour qu'aucun enfant ne reste en dehors de l'école. Et nous avons pris toutes les dispositions pour ce faire. Mais là, nous lançons un appel pressant à tous les parents de ces enfants qui n'ont pas encore d'extrait d'acte de naissance. Une fois que l'enfant est inscrit ainsi sans extrait d'acte de naissance, le parent a le devoir de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de l'enfant. Pour la maternelle, la tutelle impose pour critère les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2021 dans les écoles à 3 sections. Les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2021 seront admis dans les écoles à 1 section. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Allons-y maintenant à Kigali, au Rwanda, où séjourne depuis quelques jours une délégation du ministère ivoirien de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour s'inspirer de l'expérience rwandaise. Au moment où la Côte d'Ivoire prépare les États généraux de l'Éducation nationale, ces échanges d'expériences devraient contribuer à améliorer l'école ivoirienne. Le reportage d'Hervé Blé, notre envoyé spécial à Kigali. Le Rwanda, après la crise du génocide et les massacres de 1994, a dû puiser dans ses ressources pour assurer son unité, se reconstruire et poursuivre son développement. Dans cette optique, des secteurs comme celui de l'éducation surmontent depuis de nombreux défis. Résultat, des progrès importants, croissance de la scolarisation, notamment des jeunes filles, construction d'écoles et de nombreux autres. 9 délégués du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire sont à Kigali pour s'imprégner des pratiques et expériences réussies en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation au Rwanda. Au programme, plusieurs rencontres avec de hauts responsables du ministère de l'Éducation, des échanges sur les choix faits pour transformer les citoyens rwandais en capital humain qualifié pour le développement socio-économique du pays. L'un d'eux, la promotion des TIC dans l'éducation de base. Ici, le primaire et le secondaire. L'enseignant peut enseigner utilisant l'ordinateur et l'enfant, depuis l'école primaire à l'école secondaire, est capable de chercher un document et de faire la recherche. Et cela contribue à l'enrichissement de ce qu'il reçoit dans la classe. Les interlocuteurs de la mission ivoirienne l'ont tous souligné. La vision du ministère de l'Éducation rwandais est de fournir à chaque citoyen des chances égales de bénéficier d'une éducation de haute qualité grâce à des installations appropriées et des enseignements de renommée. Ce que visent d'ailleurs les États généraux de l'Éducation nationale qui se poursuivent en Côte d'Ivoire. Cette première journée de travail a été enrichissante à bien des égards. Ce qui nous a frappé, c'est que cette vision s'attache à la stratégie nationale de transformation du Rwanda et qui veut faire du Rwanda un pays qui soit soutenu par un capital humain qui soit fort. La mission d'imprégnation du système de l'éducation du Rwanda va durer 1 semaine. Elle verra la participation de Maria Toukoune, la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. De retour en Côte d'Ivoire, on va s'intéresser à la sécurité routière. Hier, le préfet de police d'Abidjan a rencontré les conducteurs des engins à 2 roues des services de livraison. Il s'agissait pour les 2 parties de s'accorder sur les règles de la route, les règles de bonne conduite afin d'éviter au maximum les accidents de la route. Evelyne Yebwe, Godefroy, Okambawa. Les accidents de la route deviennent de plus en plus fréquents. Au cours de ces 5 dernières années, il a été dénombré en moyenne par an plus de 12 000 accidents, 1 200 tués et 21 000 blessés en Côte d'Ivoire. À cet effet, le gouvernement a lancé depuis quelques mois une campagne de sensibilisation contre l'incivisme sur nos routes.
Ce qui justifie cette rencontre entre le préfet de police d'Abidjan, Dosso Siaka, et les acteurs de livraison utilisant les engins à 2 roues. Il s'agit pour lui de les sensibiliser au respect du code de la route. Il y a plein de difficultés que nous rencontrons avec aussi souvent les agressions, les automobilistes qui ne nous respectent pas avec le code de la route. Par exemple, moi j'ai mon permis toute catégorie, donc je conduis aussi les voitures, tant bien que les motos, quand je connais le code de la route. Mais à moto, à Abidjan, les automobilistes ne nous respectent pas du tout. Même quand on a la priorité, ils ne nous laissent pas passer. Je suis en règle, moi j'ai tous mes papiers. Nous les exhortons à se mettre en règle et à respecter le code de la route. La sanction, ce sont les fourrières. Les fourrières, si vous avez des motos qui ne sont pas en règle au niveau des documents, ce sont les fourrières, ce sont les contraventions qu'on va vous délivrer et vous pouvez déférer si vous conduisez sans assurance, si vous conduisez des agents à 2 roues sans permis. Le préfet de police d'Abidjan a exhorté également les piétons à emprunter les passages qui leur sont réservés afin de préserver leur vie. En traversant une voie express, les véhicules qui roulent à vive allure, on ne sait pas, un accident est vite arrivé. Donc nous les exhortons à sacrifier 200 mètres pour prendre les ponts piétons et pour se mettre à l'abri des accidents de la circulation. La campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière a débuté depuis le mois de mai et la phase de répression démarre ce 7 septembre. Le combat contre l'incivisme routier, c'est à tous les niveaux et chacun y joue son rôle. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, par exemple, vient d'y consacrer une journée de sensibilisation, une occasion d'alerter les automobilistes et autres transporteurs d'Adjamé et de Yopougon sur les dangers liés au non-respect du code de la route. On retrouve Jean-Marc Djadji. Un véhicule sans papier en cas d'accident, qui prend les gens en compte? Un message porté par le président des gares routières de Côte d'Ivoire aux conducteurs d'Adjamé et de Yopougon. Ils sont invités à respecter les règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques et à faire enregistrer leurs véhicules conformément aux règles mises en vigueur par le ministère des Transports. Cette initiative des transporteurs vise à soutenir le gouvernement dans la réduction du taux d'accidents de la circulation dans le district d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre plus de 200 décès dus au non-respect du code de la route. Arrêtons de faire des accidents mortels, arrêtons même de prendre la drogue et de l'alcool au volant. Celui qui a tous ses papiers, si on l'arrête et qu'on a tout son véhicule pour mettre, on peut intervenir. Mais si on n'a pas de papiers, nous on ne peut pas aller, parce que là on est contre notre propre pays. La répression contre l'incivisme routier débute le 7 septembre 2021. Les défauts de plaques d'immatriculation, de véhicules en mauvais état et de visites techniques sont entre autres les infractions ciblées par le ministère des Transports. Venons-en maintenant à cet atelier de validation de l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture du tilapia. C'est le Fish for ACP, un atelier pour tenter de libérer le potentiel de pêche et de l'aquaculture durable en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire avec la promotion de l'élevage du tilapia. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Les précisions de Dangui Dangui. Vendeuse au petit marché de Cocody, Mariam étale ses poissons parmi lesquels de nombreuses tilapias, un genre de poisson bien prisé des Ivoiriens. Ça vient de Bois-Flé, un Grand Laou, ça vient d'un peu partout. Ça marche très bien par la grâce de Dieu. Malgré une demande réelle du poisson tilapia et un contexte favorable à son élevage, selon les experts, la Côte d'Ivoire importe 80% de sa consommation globale en produits halieutiques, entraînant une sortie de devises équivalent à 100 milliards de francs CFA. Information révélée à l'ouverture de l'atelier sur le projet Fish for ACP. Financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 26 milliards de nos francs, le projet Fish for ACP est porté par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet vise à faire le point des défis du secteur. D'abord, comprendre comment les acteurs sont organisés, comment toute la chaîne de valeur du poisson tilapia est organisée dans le pays, quelles sont les relations avec les acteurs, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent, pour voir comment est-ce qu'on peut bâtir des actions qui sont à même de renverser
la tendance. Entre autres objectifs du projet Fish for ACP, libérer le potentiel de la pêche et de l'aquaculture durable en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Une opportunité que veut saisir la Côte d'Ivoire pour répondre à ses besoins en poissons, notamment en tilapia. Le projet Fish for ACP vient opérationnaliser un dispositif qui permettrait de valoriser tous les métiers dans la production du tilapia, qui est le produit phare en termes de consommation de poissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au-delà des autres productions halieutiques par ailleurs. À l'ouverture officielle de cet atelier qui va durer 2 jours, le ministre des Ressources animales et halieutiques a révélé que le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien, avec une consommation d'environ 24,9 kg par an et par habitant. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, fait la promotion d'un nouveau régime social des travailleurs indépendants. C'est un régime qui devrait permettre aux acteurs du secteur informel d'avoir une protection sociale et une retraite intéressante. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, une séance d'information et de sensibilisation a permis aux populations de mieux comprendre ce dont il s'agit. Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Gueux Janine exerce le métier de couturière depuis 15 années. Une activité qui lui permet de s'épanouir financièrement et socialement. Le travail de la couturière nourrit son homme. Et à cause de ma couture que j'ai fait, je suis allée en Chine pour une formation. Elle fait 3 mois. Pour ces vieux jours, cette travailleuse indépendante se pose 1001 questions. À un certain moment, tu as les problèmes de vision. Donc, dire que tu dois travailler toute la vie, ce n'est pas possible. À un certain moment, tu dois prendre la retraite. Comme Gueux Janine, de nombreux travailleurs indépendants confient leur retraite à Dieu et à leur progéniture. Je n'ai pas préparé ma retraite, mais c'est que mes enfants sont là. Il y a d'autres avec moi. Quand je vais devenir vieux, c'est sur Dieu et mes enfants que je compte. Les 90% n'arrivent pas à investir à des génératrices de revenus auxquelles, quand il est vieux, il peut bénéficier. Pour mettre fin à cette hantise, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, a mis en place un outil de protection sociale pour les acteurs du secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants existe depuis 2019. Ce sont toutes ces personnes qui n'étaient pas concernées par le régime des travailleurs qui sont prises en compte au niveau du régime social des travailleurs indépendants. La déclaration est toute simple. Elle se fait à partir d'une carte nationale d'identité. On vous enrôle, on vous enregistre, vous avez votre numéro qui est automatiquement généré. Afin de mieux faire connaître cet instrument, la CNPS est sur le terrain. À Bouaké, une séance d'information, d'échange et de sensibilisation a permis aux responsables de la CNPS de présenter ce régime sur toutes ses facettes. On peut payer journalièrement, mensuellement, trimestriellement, annuellement. Les modes d'affiliation et de paiement ont été faits de telle sorte pour tenir compte des réalités du terrain, de la spécificité de ce secteur. Vous avez des cotisations minimum de 5 600 par mois. Toute chose qui rassure Gueux Janine et le monde du secteur informel. Vous avez des indemnités et vous êtes pris en charge en cas d'accident et en cas de maladie. Et après la retraite aussi, vous avez aussi des indemnités. Les autorités ont décidé d'amplifier la sensibilisation auprès des bénéficiaires. Avec les responsables de la CNPS, pour voir les entités, les groupes, surtout les communautés, les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour expliquer le projet. Et nous serons là jusqu'à la fin de 2021. En tout cas, ce qui est sûr, Bouaké, on va enrôler plus de 100 et quelques mille adhérents. Avec cette nouvelle politique, la Caisse nationale de prévoyance sociale élargit ainsi la protection sociale à plus de 80% de la population ivoirienne. De retour ici à Abidjan, je vous emmène au plateau, à la Bibliothèque nationale où la FENATSI, la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, a tenu son congrès extraordinaire. À l'issue du congrès, c'est le metteur en scène, dramaturge Adama Adepoju qui a été élu nouveau président. La mission à lui confiée par ses pairs, c'est de favoriser la cohésion de l'ensemble des acteurs du théâtre et être un interlocuteur efficace face au ministère de la Culture. Le témoignage de Serge Pacom Didi et Godefroy Okambawa.
Adama Adepodjou, dit Tassi Conteur, est le nouveau président de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, FENATSI. Il succède à Acho Weyer, décédé malheureusement le 16 août dernier. Adama Adepodjou est donc le 5e président de cette fédération qui existe depuis 1972. Je propose 4 grands axes qui seront déclinés en activité avec les compagnies membres. Le premier axe, c'est la mise en réseau des connaissances et des expériences. Le deuxième axe, c'est la circulation, la centralisation de l'information et surtout la modernisation de la gouvernance de la FENAT. Le troisième axe, très important aussi comme les autres, c'est la formation de tous ceux qui interviennent dans la filière des arts de la scène. Et le quatrième axe, c'est l'accompagnement des projets. Fédérer les énergies de toutes les troupes théâtrales, relever le théâtre, mettre en lumière les activités théâtrales font partie des objectifs de la FENATSI, ce qui justifie le thème de ce congrès intitulé « Lumière sur les scènes de théâtre ». Ce président, moi personnellement, je veux qu'il soit actif et positif. Il faut qu'il vienne redonner vie au théâtre, qu'il fasse vivre le théâtre comme avant. Nous voulons vivre de notre art, nous voulons inviter aussi les hommes politiques à nous aider dans la création, dans le financement de nos projets, à construire des salles de théâtre et faire en sorte que le théâtre ne meure pas. Acteur, conteur, metteur en scène, dramaturge, scénariste, Adama Adepodjou est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Il aura à ses côtés Vagba Obou de Salès, désigné comme président du comité de médiation et d'observation. Un reportage de Serge Pacom Didi dans un commentaire de Godefroy Okambawa. San Pedro a désormais son nouveau district ordinaire. Il a été installé dimanche dernier par le bishop Benjamin Boni. C'était au cours d'une messe d'action de grâce célébrée au temple Espérance Cité. On y retrouve Sam Conan, notre correspondant sur place. Dimanche 1er août 2021, un dimanche qui restera gravé dans la mémoire des fidèles chrétiens méthodistes des régions de San Pedro et du Boclé. Le district ordinaire de San Pedro, installé ce jour par le bishop Benjamin Boni, le président de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La conférence a estimé qu'il fallait ériger ce district missionnaire en district ordinaire qu'on appelle district tout court. Ce qui signifie que ce district peut voler de ses propres ailes, n'a plus besoin d'attendre le soutien financier de la conférence. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur et féliciter les surintendants, féliciter les pasteurs, les ouvriers laïcs pour ce sens de responsabilité. Moment de louange et de prière pour la cohésion et la paix dans notre pays. En tant que chrétien, notre responsabilité, c'est de prêcher la cohésion parce que Jésus-Christ, qui avait tout pouvoir, s'est fait petit pour que les gens soient un. Je crois que c'est ce que nous devons faire tous. Mais on n'a pas seulement besoin d'être chrétien pour le faire. Le district de San Pedro est composé de 5 circuits. Il s'agit des circuits de Sassandra, de Tabou, de Boigny-Cro, de Grand Bérébi et de San Pedro, avec 39 églises locales pour 5859 membres. Le temple Espérance Cité, rénové, qui va servir de siège au district de San Pedro, a fait l'objet de dédicaces par le bishop Benjamin Boni à cet effet. Pas de trêve pour le nord-ouest et le centre du Nigeria. L'enlèvement mercredi dernier de plus de 70 lycéens dans l'état de Zamfara a parachevé une série d'enlèvements spectaculaires visant les établissements scolaires. Selon la police, le dernier kidnapping en date ne fait pas exception. Les assaillants ont donc envahi dans la matinée le lycée de Kaya et ont enlevé 73 élèves exactement. La police dit travailler avec l'armée pour tenter de libérer les élèves. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans ces zones font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
Les talibans au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001 doivent désormais structurer et incarner la gouvernance de cet État depuis leur fulgurante victoire le 15 août. Ces dirigeants cherchent désormais à définir les contours de leur nouveau gouvernement et apparaissent au grand jour. De quoi livrer des éléments sur les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Soucieux de donner des gages de responsabilité, ils sont à la manœuvre pour associer des figures politiques non talibanes au futur gouvernement intérimaire et pour reconstruire un État failli. Avant de nous quitter, sachez que les inscriptions au préscolaire et au CP1 ont commencé ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Même si l'affluence n'est pas encore effective, il faut y aller car ces inscriptions courent du 2 donc au 10 septembre prochain. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain 13h sur la chaîne de Kirasan.